Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New Road. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons dans cette première partie de la République démocratique du Congo. Premier sujet, RDC. Plus d'1 million de déplacés au cours de l'année. L'ONU s'inquiète. Deuxième sujet, processus de Luanda. Kinshasa et Kigali se jettent la responsabilité de l'absence d'accord. Troisième sujet, nous irons au Kenya. Le vice-président Rigathi Gachagua, destitué par l'Assemblée nationale. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La DMP réclame une enquête internationale sur les agressions du 29 septembre. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de New TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à la fin à des amis pour gagner en temps. Ok, merci beaucoup à vous, Robert Kosigan-Akwete, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Samir Urosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, notamment à Tandjouaré, dans la préfecture de Tandjouaré. C'est à 592 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, en Belgique, et à Washington DC, où le peuple américain s'apprête à élire le 5 novembre prochain le 47e président des États-Unis d'Amérique, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir au plateau, bonsoir à ces millions de téléspectateurs et de téléspectatrices de New World TV qui sont souvent branchés sur le plateau de jeudi, et je pense que ce soir nous aurons de très bonnes choses à leur donner comme information. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu. Bien sûr, à New World TV. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, grâce à New World TV. Merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour parler de ces déplacés internes. Ils sont plus d'1 million de déplacés au cours de l'année, une situation qui inquiète l'Organisation des Nations Unies. Ils sont environ 940 000 personnes déplacées cette année en République démocratique du Congo, ce qui porte le nombre total de déplacés à 6,4 millions dans ce pays, dû à la crise dans l'est du territoire congolais. C'est ce qu'a annoncé le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk, et qui précise que le pays compte 23,4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire sur les quelques 102 millions de personnes vivant en République démocratique du Congo. Cela fait de ce pays le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire dans le monde. Nous en parlons avec nos invités. J'ai bien envie de commencer avec vous, Samir Urosama. On parle généralement de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, mais surtout de cette crise, et l'une de ses conséquences, c'est le déplacement interne. Pour cette année, on dénombre plus de 940 000 personnes, presque 1 million de personnes déplacées internes dues à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Non, je pense que c'est un constat alarmant, c'est une situation assez déplorable. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies n'est pas à sa première sortie. Vous savez que cette organisation nous a habitués à ces informations-là. Si ce n'est pas un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, c'est un haut commissaire des Nations Unies, c'est une commission spéciale, et après on nous sort des rapports. Et sauf que la situation ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on est habitué à des constats. L'Organisation des Nations Unies fait des constats. Au même moment que les gens continuent par mourir sur le terrain, au même moment que les violences continuent par se perpétrer, au même moment que les Congolais continuent à subir les violences des différents groupes armés, notamment le mouvement du 23 mars. Mais toute la communauté internationale semble abandonner cette population-là. Et dans cette sortie, on apprend beaucoup de choses. On apprend que non seulement le nombre de déplacés à l'interne, donc au niveau de la RDC, ne fait qu'accroître, on apprend également que les violences qui sont perpétrées sur la population sont également sont une réalité quotidienne. Les femmes sont
enlevées, elles sont maltraitées, elles sont violées, des fois même elles sont tuées. Donc je pense que ce qui se passe au niveau de l'Est de la RDC doit interpeller plus d'un. Et vous savez que cette situation profite à beaucoup de personnes. La communauté internationale ne trouve pas un intérêt assez palpable qui leur obligerait à intervenir véritablement, parce que la RDC est riche de plusieurs minerais. Les ressources naturelles profitent à plusieurs puissances étrangères, à plusieurs entreprises au niveau de ce pays comme à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons les téléphones portables qui sont fabriqués grâce à des ressources naturelles qui viennent de ce pays qui est riche en colbate, en cuivre, en or. Donc, cette situation-là qui perdure au niveau de l'Est, puisque beaucoup plus les violences sont recensées au niveau de l'Est de la RDC, et ceux qui sont plus responsables de cette situation, c'est les groupes armés, notamment le M23. Ça veut dire que ceux qui alimentent la violence, ceux qui sont derrière ces groupes armés qui pillent les ressources naturelles de ce pays, qui violentent donc les populations, ont intérêt à ce que cette situation perdure. Parce que si la communauté internationale démontre une certaine volonté et s'engage véritablement à faire amener la paix au niveau de l'Est de la RDC, et que la population puisse être à l'abri donc des différentes formes de violation de leurs droits, ça veut dire que ceux qui profitent de cette situation pour exploiter les ressources naturelles de la RDC ne pourront plus exploiter ces ressources-là, notamment le Rwanda également qui en profite énormément, ne pourront plus exploiter. Donc c'est un manque à gagner pour ces entreprises, pour ces multinationales qui sont à l'interne, pour ces entreprises à l'étranger également. Et donc personne n'a intérêt que ce cycle de violence cesse véritablement. Et ce constat malheureusement ne changera pas grand-chose, parce que l'Organisation des Nations Unies a beaucoup longtemps documenté ces violations des droits de l'homme dans cette partie donc de la RDC, sauf que on se demande véritablement, est-ce qu'elle n'a pas les moyens de ses actions? Elle va toujours nous habituer à ces rapports, elle va toujours nous habituer à ces déclarations, et derrière, ceux qui profitent continuent par se moquer de l'Organisation des Nations Unies, parce que ces personnes qui profitent donc de cette situation se disent que ils ont toujours cette habitude-là de sortir les rapports, sauf qu'après ils ne font rien. Donc bon, comme on le dit, le chien aboie et puis la caravane passe. Malheureusement, en tout cas, c'est votre réflexion sur la situation. Le chien aboie et la caravane passe malheureusement en République démocratique du Congo. Alors, pasteur, je m'en vais vous donner quelques chiffres clés. Le pays compte aujourd'hui environ 102 millions d'habitants. Sur ces 102 millions, 23,4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, ce qui place le pays à la première position dans le monde en matière d'insécurité alimentaire. Et sur ces 102 millions, on dénombre au total plus de 6,4 millions de déplacés internes dus à la crise. Et pour seulement cette année, on dénombre 940 000 personnes déplacées, près d'1 million de déplacés depuis janvier 2024. Ça n'étonne personne parce que... cela inquiète les Nations Unies. Oui, ça inquiète les Nations Unies. Si les Nations Unies qui sont censées apporter la paix dans le monde s'inquiètent, je ne sais pas ce que nous qui sommes ici, qu'est-ce que nous allons faire, puisque nous n'avons pas le pouvoir. Vous allez vous inquiéter également et dénoncer? Non, mais dénoncer, et puis la situation, ça va continuer à l'est de la RD Congo, notamment sud et le nord de Kivu, et puis à l'Ituri. Bon, donc j'avoue quand même que pendant longtemps, il y a des décennies que cette partie de la RD Congo est confrontée à l'insécurité, à des violences alimentées par des groupes armés et des rebelles qui se partagent, du contrôle des ressources minières. Et donc aujourd'hui, je crois que on est fatigué de ces rapports qu'on nous tend tout le temps concernant la situation sans avoir vouloir agir. Vous savez que cette partie de RD Congo est tellement riche, mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, et donc il y a eu des déplacés, près d'1 million de déplacés par an. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est que les gens sont les
populations, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'accès à la santé, il n'y a pas d'accès à l'alimentation. Bon, donc, qu'est-ce que vous voulez que ces populations fassent? Elles ne peuvent trouver mieux que de quitter, et que les femmes, les enfants qui sont vulnérables, qui sont victimes d'abus sexuels et autres. Donc, ces populations-là n'ont pas d'espoir de vivre. Donc, elles ne peuvent que quitter ce pays pour se mettre à l'abri dans d'autres pays de la sous-région. Et aussi, cette région des Grands Lacs qui est instable avec tous ces réfugiés, avec tous ces déplacés. Donc, la région des Grands Lacs est instable, et tout ça, là, ça a des effets sur les pays voisins. Donc aujourd'hui, on a beau dire, les Nations Unies ont déjà échoué parce que leurs contingents n'ont pas pu ramener la paix à l'est de RD Congo, et du moins aujourd'hui les Nations Unies se contentent qu'a produit des rapports. C'est vrai, ces agences, les agences de justement le Haut Commissariat des Nations Unies, les agences qui sont les démembrements de l'ONU. Donc même tabac, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, il faut véritablement dire que la fin de ce drame, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre l'humanité. Ce qui se passe en RD Congo pendant des années n'est même pas un quart même de ce qui se passe en Ukraine. Mais vous voyez combien de fois on crie pour l'Ukraine, combien de fois on soutient l'Ukraine. Les armes qu'on envoie, les financements qu'on envoie à l'Ukraine, on n'a même pas vu 1 millième en RD Congo. Et donc la situation, parce que c'est nous sommes en Afrique. Donc il faut à la fin dire que le gouvernement de Tshisekedi a lamentablement aussi échoué, parce que elle n'arrive pas, c'est-à-dire le gouvernement, il n'arrive pas à assurer la paix, et surtout à déployer les services sociaux de base. Donc le gouvernement est impuissant, est faible, et finalement la situation ne peut que s'empirer pour ces populations, malheureusement, qui ne doivent leur salut que d'aller se réfugier dans les autres pays. Et donc près de 1 million, c'est déjà grand, et c'est mon Afrique qui continue de souffrir au jour le jour, juste parce que son sous-sol est immensement riche. Merci beaucoup à vous, pasteur Robert Kosigan-Akété. 946 000 personnes déplacées internes au cours de cette année 2024, un total de 6,4 millions de déplacés dû à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. À cela s'ajoute ce lot de personnes souffrant d'insécurité alimentaire. Ils sont 23,4 millions sur une population totale de 102 millions d'habitants. Les chiffres annoncés par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés dans la région sont alarmants. On dirait que tel que la RDC est catastrophiquement bénie par Dieu, ces problèmes aussi sont très catastrophiques. Sinon, comment on peut comprendre que des dirigeants à la tête de la RDC ne pensent jamais à travailler pour ce pays-là? Ils font de leur mieux, vous suivez souvent leurs sorties, leurs discours. Ils se cachent seulement sous cette affaire d'incursion des rebelles vers M23 et tout, sans qu'on ne parle des Chinois qui exploitent les ressources, les minerais de la RDC. Tshisekedi est en train de signer un accord avec eux pour qu'ils puissent investir dans le développement du pays. Alain Foucault qui a fait des vidéos sur comment des Chinois atterrissent à la RDC, donnent un peu d'argent aux bandits qui tirent pour éloigner les soldats mal équipés, et qui alors sans contrat avec l'État, exploitent les minerais. Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est le fait que le Rwanda refuse d'assumer les responsabilités, alors que des dégâts causés par le M23 du côté du Congo. Alors que de l'autre côté, il y a le Congo qui veut assumer tout ce qui a été fait par le
FDLR. Justement, on reviendra sur ça dans le mais deuxième sujet. Il faut que les spectateurs... d'accord. Je serai bref dessus. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est parce que au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, au fait, c'est les intérêts qui gouvernent alors le fait que les gens prennent des dossiers et prennent des décisions sensibles pour faire avancer. C'est-à-dire la RDC ne présente aucun intérêt? Non, même si ça présente des intérêts, les multinationales qui sont là-bas, ceux qui je pas, ils ont 5 États, non? Les grands, le Conseil de sécurité. Maintenant, qui si parmi les 5, droit de veto, il y a 3 qui trouvent des intérêts à travers leurs multinationales, il n'y aura jamais de sanctions, il n'y aura jamais une action forte qui puisse contraindre et le Rwanda ou le Congo à cesser. Ça, c'est sûr. Vous allez constater qu'avec le pétrole libyen, il n'y avait pas seul Sarkozy, il y avait l'autre Barack Obama plus l'anglais là derrière, et c'est vite fait. La résolution était votée. Donc il y a aussi les intérêts de ceux qui sont au Conseil de sécurité, d'où la nécessité pour les pays africains d'avoir au moins 2 pays africains qui siègent dorénavant au Conseil de sécurité de l'ONU. Comme permanent, avec droit de veto. Voilà. On leur dit qu'ils n'auront pas de droit de veto. Maintenant, s'ils ont droit de veto, il y aura au moins un équilibre. Là, ça permettra que si ça ne va pas quelque part en Afrique, on ne va pas traîner. Quand le Conseil de sécurité de l'ONU prend une résolution, vous savez que c'est applicable. Voilà. Donc, c'est là aussi l'autre chose. Maintenant, pour finir, moi, j'ai dit, la troisième raison que personne n'évoque sur les médias, c'est l'accord signé entre comment on l'appelle, Kabila, père à son âme, qui est mort. C'est l'accord signé avec les Rwandais. C'est parce que les Rwandais savaient qu'ils avaient besoin des ressources, des ressources ou des minerais de la RDC, qu'ils ont accepté d'aller au front pour tout faire, pour faire tomber. Voilà, Mobutu. Là, ils ont rempli leur cahier de charge. Maintenant, ils veulent les retours. Parce que c'est à cause de leur pauvreté, ils sont allés en guerre contre Mobutu. Mobutu est tombé, payez-nous. C'est aussi ça. Alors, bon, c'est vrai, on n'a pas de documents officiels. C'est ce qui justifie le fait qu'on n'en parle pas dans les médias. Mais si c'est le cas, est-ce que vous pensez que depuis toutes ces années, le Rwanda n'a pas pu se payer sa part avec l'exploitation? C'est ça qui a causé la mort de Kabila, père. Et c'est ça qui perdure. Aucun d'eux ne veut assumer ce contrat-là. Vous savez, les accords, c'est les accords. Quand c'est des intérêts, quand c'est de l'argent, mon frère, vous pouvez être des frères utéraires. Ça va à la mort. C'est ça. Il va falloir que les Congolais tiennent compte de ça. Puisque sans ça, Tshisekedi ne sera pas président au Congo aujourd'hui. Peut-être que l'histoire serait autrement. Ou ce serait toujours du camp de Mobutu. Alors, comme la mort est certaine, la vie comme la vie, moi j'ai dit donc que les Congolais alors fassent bas la terre et d'une manière interne discutent des clauses de ce contrat qui reste. Et voir comment, alors d'une manière ou d'une autre, payer, rémunérer le Rwanda. S'il faut même lui conférer peut-être une petite terre du Congo pour qu'il exploite les minerais, d'accord. On dit la paix n'a pas de prix. C'est aussi ça. En tout cas, c'est votre point de vue. Il faut quand même arriver à tout prix à trouver un accord pour qu'on en finisse avec cette affaire de déplacer. Je vous dis, c'est déjà réglé. Merci beaucoup à vous, Robert Kasiga. Ce qui va nous amener justement à la deuxième partie, les processus de Luanda qui visent normalement à permettre à ces deux pays de tomber sur un accord. On va aborder cette deuxième partie tout à l'heure après cette première pause.